Est-ce qu'il y en a ici qui se rappellent, dans les années 80, il y avait l'employé du mois. Années 80, 90. L'employé du mois. Dans à peu près toutes les entreprises, à peu près toutes les sociétés, c'est McDo qui avait lancé ça principalement. Hein. Et pourquoi ça a disparu à votre avis? C'est ça. C'est pas les bons qui ont demandé à ce que ça s'arrête. C'est les mauvais qui ont dit, moi ça me blesse, moi ça me heurte. Quelle est l'erreur qu'on a fait à ce moment-là? C'est de dire, vous avez raison, on va l'arrêter. Au lieu de dire, bouge ton cul. Pardon. Il y a une étude qui a été faite auprès d'enfants qui ont participé à une course et on a donné une médaille à tout le monde parce que tu as participé. Et ensuite, on a interrogé les enfants. Ceux qui ont gagné ont dit, cette médaille, elle vaut rien. Ceux qui ont perdu, les derniers à avoir, ont dit, j'ai honte d'avoir une médaille. Mais on a glissé de, tu dois être premier. Premier temps, c'est, tu dois être premier. Et on s'est rendu compte que pousser quelqu'un, enfant ou pas enfant, à être premier, c'est beaucoup de pression. Pression sur le résultat, être premier. Et de fait, on a glissé sur, si t'es pas premier, c'est pas grave. Bah, si t'es deuxième ou troisième, c'est déjà bien. Enfin, même si t'es quatrième d'ailleurs. Enfin, si t'es dans la première moitié, t'es mieux que la plupart des gens. Bah, même si t'es pas dans les premiers, t'as participé, t'es allé jusqu'au bout. Hein, l'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. C'est bien. Enfin, t'as pas pu participer, tu voulais participer. Mais écoute, c'est déjà bien. Vous vous rendez compte du ridicule de ce que je suis en train de dire? Mais ça passe. En fait, ce qui est dangereux, c'est pas qu'on a enlevé la pression sur vouloir être le premier, c'est qu'on a enlevé la pression sur le fait d'apprendre à perdre. Je pousse les gens à faire du sport pour apprendre à perdre. Perdre, c'est pas grave, parce qu'on apprend de ce qu'on a perdu. Mais mon top 5 de matchs, c'est des matchs que j'ai perdus. Parce que l'adversaire était tellement fort qu'on ne pouvait pas gagner. Mais par contre, j'ai jamais joué comme ça. Ça m'a obligé à me dépasser, ça m'a obligé à apprendre des choses. Et parce que j'ai perdu, bah, je me suis amélioré. Et de fait, je ne suis pas un loser. J'ai gagné plein d'autres matchs et j'ai plutôt été un bon joueur parce qu'il y a eu tout ça. Teddy Riner, champion du monde, il n'a pas fait que gagner des matchs. Il en a perdu plein au début. Il a commencé, comme tout le monde, par perdre et ensuite à grandir. Et je crois que c'est quelque chose qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on veut que les gens soient premiers en concurrence des autres, alors que non. On devrait être enthousiaste de celui qui réussit premier parce qu'il me sert de modèle, d'exemple. S'il a réussi à le faire, qu'est-ce qu'il a fait pour que j'y arrive? J'avais une équipe de 5 commerciaux et on faisait de la vente aux particuliers. Quasiment toutes les semaines, je faisais un classement, mais jamais sur la même chose. C'est-à-dire que chaque semaine, je venais avec des billets de ciné, un resto, ça dépendait de l'enjeu qu'on avait mis, un spa ou un truc, toujours pour deux, parce que comme ça les motivait pour pouvoir ensuite emmener leur chérie. Et j'accrochais, je punaisais au coin du tableau en disant, celui qui cette semaine fait le plus de nouveaux contacts, le plus d'appels, le plus gros contrat, le plus gros chiffre global. On changeait tout le temps. Et de fait, c'est pas toujours le même qui est premier. Déjà, ça permettait de changer. Et après, en effet, c'est la plus grosse progression. On choisit les éléments sur lesquels on veut challenger les gens. Mais il faut passer le message que quelqu'un qui n'est pas premier, c'est pas grave à condition que tu aies appris quelque chose. Et qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu as appris? Et ça, c'est votre job. Féliciter le premier, c'est facile. Je remets la médaille, bravo, je le mets devant tout le monde. Et après, et les autres? S'il est premier, c'est celui qui a le moins besoin de vous. S'il est premier, c'est celui qui a le moins besoin de vous, il sait faire. C'est tous les autres qui ont besoin de vous. Donc je vais voir les autres, genre, pourquoi t'es pas premier? Et c'est pas un reproche, c'est une vraie question. Pourquoi t'es pas premier? Qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce que t'as pas su faire? Comment tu peux t'inspirer? Et toutes ces questions font que ça va l'aider à grandir. Et après, je vais mettre mon niveau d'exigence sur ce qu'il a détecté. J'ai pas fait assez d'appels. Pourquoi t'as pas fait assez d'appels? Parce que j'ai pas osé ci, j'ai pas osé ça. Ok, qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine? Je pense que je vais plus cibler ces gens-là. Ok, donc la semaine prochaine, on fait un point où tu vas me montrer comment tu as fait ça, 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 ça. Oui, et je prends rendez-vous. Et je pousse les gens sur leurs points faibles pour les pousser à améliorer. Sinon, tu fais que de la concurrence. Si tu passes ton temps à féliciter les premiers, il faut que je joue des coudes et que je fasse tout ce qu'il faut pour être premier, pour avoir le regard, l'attention de mon chef. Et de fait, la fin justifie les moyens. Et là, on commence à avoir des problèmes d'attitude. Parce que l'essentiel, c'est que je sois premier. Je maintiens ce que j'ai dit, c'est-à-dire que souvent, comme j'aimerais bien être premier, je n'y arrive pas. En fait, je ne sais pas comment faire pour y arriver. J'insiste bien, c'est le savoir, c'est pas la volonté. La volonté, je l'ai probablement. Je dis probablement, parce qu'il y a aussi plein de gens qui voudraient être premiers, mais qui sont pas prêts à faire les sacrifices qu'il faut pour, à trouver.
Donc, d'où l'importance de creuser, creuser, creuser. T'as fait quoi? Pourquoi tu l'as pas fait? Quelle est la différence entre lui et toi? Qu'est-ce qu'il a fait que tu n'as pas fait? Factuel, qu'est-ce qu'il a fait que tu n'as pas fait? Ah bah oui, mais lui, il peut venir beaucoup plus tôt que moi et puis il peut partir plus tard. Pourquoi? Et je cherche pas des réponses, je cherche à creuser et à ce qu'ils comprennent, pas moi. C'est pas à vous de trouver sa solution. Pourquoi il peut venir plus tôt? Pourquoi il peut partir plus tard? Oui, mais moi j'ai 2 enfants, moi je peux pas. Ok, tu peux changer ça? Non. Est-ce que si tu peux changer ça, tu pourrais faire de meilleurs chiffres? Oui, c'est sûr. Tu veux changer ça? Bah finalement non, parce que mes enfants sont plus importants. T'en penses quoi qu'il soit premier? Ben il le mérite parce qu'il peut y passer plus de temps, pas moi. Ok, fin. Et je le vis mieux en fait. Et je le vis mieux. Ou pas? Qu'est-ce que tu changes? Comment tu fais? Et c'est lui qui va avoir une solution. Tu ne peux pas dire à l'autre, écoute, bah, écoute, débrouille-toi et puis trouve quelqu'un qui aille chercher tes enfants, puis toi tu restes 2 heures de plus. Je veux pas. Ok, qu'est-ce que tu me proposes comme solution? Est-ce que tu peux trouver un moyen pour travailler plus, ou est-ce que tu trouves une solution pour travailler autrement que lui? Sur quoi tu t'inspires? Tu cherches quoi? Oh, je sais pas. Écoute, prends une semaine et puis on en parle dans une semaine. Le plus dur dans ça, c'est quand vous avez un début d'idée, un début de piste, c'est de vous mordre les joues pour ne pas lui donner ce que vous pensez. Parce que c'est ce que vous metteriez en place pour vous, c'est pas ce qu'il a envie de mettre en place. Vous risquez de lui proposer un truc qui ne l'intéresse pas, et donc il va le démotiver, en disant mais j'ai pas envie de faire ce que tu me demandes, c'est un sacrifice pour moi. Je comprends, mais si je le fais, je vais me sentir pas bien, et si je le fais pas, tu vas m'en vouloir. Ah, ça y est, je suis piégé. J'aurais préféré pas savoir. Donc vous gardez pour vous, et tu pousses l'autre, hein, creuse. Pourquoi? T'as un malaise, tu voudrais faire mieux? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire? Posez la question. Et peut-être qu'il y a un input que tu mettras, une idée que tu pourras placer le plus tard possible. Mais pousse les gens. Et puisque ta manager, elle a une manière de faire, tu l'as dit, il y a des gens qui ont des bons résultats. Ta problématique, peut-être ceux qui ne vivent pas bien de ne pas avoir les bons résultats. Intéresse-toi à ça. Mais ne t'intéresse pas pour qu'ils le vivent bien, intéresse-toi pour qu'ils se mettent en mouvement et qu'ils fassent mieux, qu'ils vivent mieux, à travers des choses factuelles. Comment tu progresses. Je reviens sur le schéma. Si en effet, ça veut dire que dans notre schéma, on a le premier avec qui je vais être très directif, parce qu'il vient de démarrer, et donc je vais pouvoir lui dire, écoute, il faut que tu changes ton discours. En fait, je sais pourquoi ça ne marche pas, parce que quand je t'écoute au téléphone, je comprends comment tu prends tes rendez-vous, et de fait, je comprends pourquoi tu ne prends pas de rendez-vous. Donc je vais peut-être être très directif pour dire, tu changes ça, et tu vas dire ci, tu vas dire ça. Je vais donner des trucs. Et grâce à ça, il va débloquer. Mais si c'est quelqu'un qui est là depuis 10 ans, ben, je ne peux pas faire la même chose, parce que je suis dans un mode délégatif. Je vais adapter par rapport à ça. Je dois m'adapter. Tu l'as très bien dit, est-ce qu'il est en capacité? C'est la question que je te poserais si tu étais le manager qui venait me voir. Je te dirais, est-ce qu'il est en capacité? Tu me dis, ouais, c'est quelqu'un de très mature, d'ailleurs, il a fait des trucs ailleurs. Ça fait que 8 mois qu'il est chez nous, mais il a déjà fait ça 3, 4, 5 ans dans le passé. C'est pas le même schéma que le gars qui fait ça pour la première fois depuis un an. Comment on s'adapte? Tes questions sont très, 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 très justes par rapport à ça. Comment je m'adapte? La clé, comprenez-le bien, c'est vous et votre comportement. C'est ce que vous allez changer chez vous qui va changer des choses chez l'autre, tout simplement. Et on en parlait à table, c'est pas plus de travail, c'est travailler autrement. Vous prenez déjà du temps avec vos collaborateurs, vous les voyez déjà régulièrement. Donc c'est pas des choses à faire en plus, c'est des choses à faire autrement sur le temps que vous passez déjà avec eux. J'ai un collaborateur qui m'énerve, je sais que je dois me calmer avant de discuter avec lui. Pour certains ici, c'est une histoire de 20 minutes. Pour d'autres, c'est 2 jours. Donc, je vais prendre rendez-vous avec mon collaborateur pour discuter avec lui de ce qui s'est passé, pourquoi on s'est énervé, etc., etc. Dans certains cas, je le prends en fin de journée. Dans d'autres cas, c'est la semaine prochaine. Et ça, c'est à chacun de le voir. Il n'y a pas un truc par rapport à ça. Je ne peux pas vous dire, voilà la règle, vous prenez rendez-vous 2 heures après. 2 heures après, toi, tu es encore bien, bien chaud, et quand il rentre dans le bureau, tu le dézingues, quoi. Enfin, ça sert à rien. Et ça, chacun l'adapte. Mais la mécanique est la même. Quel dosage je mets en fonction de ma relation avec mon collaborateur? C'est un collaborateur que j'aime bien, c'est un collaborateur que je supporte plus, c'est pas la même chose. Le collaborateur que j'aime bien, je le prends 2 heures après, et quand je suis encore un peu dans l'émotion, parce que sinon, je vais pas avoir la même attitude et ça va pas faire l'effet. Celui que je peux plus blairer, il faut vraiment que je me laisse une semaine, et puis en plus, il y a un week-end bien au milieu, ça devrait aller pour que je puisse gérer le truc. Sinon, si je fais l'inverse, ça merde. Je laisse passer le week-end, et puis mon meilleur pote, je lui dis, écoute, tu me le refais pas? Ouais, c'est bon, promis. Voilà, ça marche pas. Très juste, tu as raison, si ça fait 10 ans, je ne peux pas espérer un changement en 10 jours. C'est pas possible. Si ça a mis 10 ans, il faut prendre du temps aussi dans l'autre sens. Donc ça va prendre du temps.
Si mon équipe est au courant que je travaille sur le sujet, je fais des efforts, mon équipe aura la patience d'attendre, tant que je fais quelque chose. C'est si je ne fais rien que ça passe pas. Donc je dois pouvoir passer le message à l'équipe que oui, on y travaille. Par contre, je dois demander des changements immédiats, minimes. Ce collaborateur, cette collaboratrice a tendance à plomber les réunions parce qu'à chaque fois qu'elle intervient, elle coupe la parole pour dire un truc qui est négatif. Ben, peut-être que le seul truc que je vais avoir dans la réunion, on va discuter. Première chose, je la fais parler. Pourquoi tu n'es pas heureuse? Pourquoi tu t'éclates pas? Pourquoi tu réagis comme ça? Une fois qu'elle a vidé son sac, et je dis bien vider son sac, c'est-à-dire que très souvent, j'ai des gens qui tournent en boucle sur un sujet parce qu'en fait, on n'a jamais vraiment traité le sujet. Il a commencé à dire un truc, on l'a coupé, on lui a donné un début de solution, on lui a dit mais écoute, c'est pas important, mais laisse tomber, c'est pas. Ouais, mais tu m'as pas écouté. Ça, c'est un truc, excusez-moi, c'est ma blague misogyne, mais c'est un truc que les mecs, normalement, comprennent plus facilement que les femmes. Parce que les mecs, à un moment ou à un autre, ils ont dit à leur femme, mais enfin, ma chérie, calme-toi. Et là, c'est le drame. Parce que quand tu dis ça à ta femme, quand elle est énervée, pouah. Donc tu sais que tu ne dois pas l'interrompre et que tu dois la laisser finir. Quand je demande à un collaborateur, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu ne vas pas? Il faut que je sois prêt à écouter tout ce qu'il va me raconter et à creuser dans les coins parce que ça va repourrir par l'endroit que je n'aurais pas creusé. Et une fois que je suis allé au bout du bout, lui va mieux. Et là, je peux lui demander un effort. Un seul peut-être. Et lui dire, ce que je voudrais, c'est que pour les prochaines réunions, n'interviens pas s'il te plaît. Ou en tout cas, si tu interviens, c'est pour quelque chose de positif. Et tu lèves la main. Est-ce que tu peux le faire? Oui, ok, c'est bon, je ferai un effort. Ça veut dire qu'à la prochaine réunion, je vois la personne qui timidement lève la main, je lui donne la parole, fais un effort, joue le jeu. Je dois très vite derrière le voir pour dire merci. Merci d'avoir fait l'effort que je t'ai demandé. Non, mais c'est rien, c'est pas grand-chose. Oui, mais je sais que c'était un effort, merci. Change rien. Et c'est le début de quelque chose. Et mon équipe voit qu'il y a progrès. Ah, donc, je veux bien mettre un peu d'eau dans mon vin le temps que. Alors qu'en effet, c'est peut-être que ce jour-là, la personne aurait coupé la parole pour dire ouais, mais de toute façon, ça sert à rien. Peut-être que c'était la goutte d'eau qu'il fallait pas, c'était le drame. Et si en effet l'autre joue pas le jeu, bah, tu as un début de réponse aussi sur je te demande une fois, je te demande deux fois, à la troisième fois, je t'explique que tu prends un avertissement parce que tu fais aucun effort. Et que le fait que tu fasses aucun effort, c'est insupportable. Ouais, tu te rends pas compte, c'est trop dur pour moi. T'as pas compris, t'as fait aucun effort. Je suis très patient avec les gens qui progressent. Peut-être même trop patient, parce que quand la progression est très très lente, peut-être que parfois, il faudrait faire preuve de moins de patience. J'ai tendance, moi, à être trop patient tant qu'il y a progrès. Par contre, il n'y a pas de progrès, s'il n'y a pas d'effort, c'est radical. Mais étape par étape. Et encore une fois, peut-être que juste un petit effort, mais choisir cet effort, dire à quelqu'un, s'il te plaît, à la prochaine réunion, tu n'interviens pas, je ne peux le dire que si je pense qu'après ce qu'elle m'a raconté sur le pourquoi du comment, c'est acceptable. Parce que l'imposer, avoir ça en tête en disant je vais démarrer la réunion avec mon objectif c'est de l'écouter, mais à la fin c'est de lui dire s'il te plaît ne participe pas à la prochaine réunion ou n'interviens pas. Ça veut dire qu'en fait je suis pas là pour l'écouter, je suis là pour laisser passer le temps que je place mon idée. Ça c'est ultra dangereux. C'est ce qu'elle va me dire qui va me dire l'option, le choix que j'ai derrière. Et de fait, peut-être que c'est ne viens pas à la prochaine réunion. Et elle dira oui, je préfère. Peut-être que c'est ne participe mais ne parle pas. Oui. Peut-être ça veut dire je te donne la parole en début pour que tu abordes le sujet qui te semble important, parce que je préfère que tu l'abordes quand tu es calme au début que de te voir réagir à la fin. Parce que j'avais pas compris qu'en fait, tu accumules pendant toute la réunion parce que tu n'oses rien dire, et qu'en fait, ça sort au mauvais. J'avais pas compris. Donc c'est seulement ce que tu me diras qui me permettra de choisir la stratégie que je vais mettre en place. Parce que je vais l'adapter à l'autre. Je repense ce qu'on disait tout à l'heure. Cet entretien, je vais l'avoir avec cette personne, je suis obligé. C'est pas du travail en plus. Mais par contre, c'est comment je vais faire l'entretien, non pas pour chercher à placer ma solution, mais comment je vais chercher à construire une solution avec l'autre. Écoutez, ne cherchez pas à poser votre solution, vous n'êtes pas responsable de tout, vous n'avez pas tout sur vos épaules. Je prends énormément d'exemples avec les enfants, mais n'oubliez pas qu'on travaille avec des professionnels, c'est-à-dire des adultes qui sont payés pour faire un job. Il y a de très grandes chances que les premiers entretiens, si tu ne les prépares pas, tu vas les foirer. Tu vas faire un pourquoi, et très vite ça va être est-ce que tu penses que, tu crois pas plutôt que, et bref, je suis en train d'orienter. Parce que j'aurais pas assez préparé. Préparer, ça veut dire j'ai préparé 5 questions ouvertes, parce que si je vous demande de m'écrire 5 questions ouvertes là, comme ça, tout de suite, maintenant, vous allez mettre un certain temps, parce que vous n'avez pas l'habitude. Et dedans, il y aura des questions fermées que vous n'avez même pas vu que c'était une question fermée. Vous préparez vos 5 questions sur une feuille, et cette feuille, tu la retournes pendant l'entretien. Mais tu as mis ton cerveau en mode je questionne ouvert. Le problème de la trame et de la question ouverte avec une trame,
c'est que généralement, quand tu poses la première question, pendant que la personne te répond, tu fais quoi? Tu réfléchis à la deuxième. Et je dis un début de réponse. Encore une fois, pour moi, l'entretien annuel, s'il est bien fait, il va tracer votre management de l'année. Parce que vous allez identifier pendant l'entretien annuel des axes d'amélioration sur lesquels on doit travailler avec le collaborateur. Et donc, une fois que j'ai ces axes d'amélioration, mon objectif, c'est de les piloter, de les contrôler, etc. Donc, ça va vous aider à cadrer les choses. Et l'entretien annuel est plutôt bien fait. On verra que je ne suis pas d'accord sur tout, mais globalement plutôt bien fait pour vous permettre justement d'identifier un petit peu tous les axes, savoir-être, savoir-faire, savoir tout court, et les attentes et les besoins. Donc, tu auras certainement un début de réponse qui est déjà un outil que vous avez pour ne pas multiplier les outils. Mais peut-être qu'il faudra le creuser un peu plus. Les bilates, normalement, devraient être des points de contrôle de sujets qui sont soulevés lors de l'entretien annuel et dont on a décidé de faire un développement tout au long des mois et de l'année qui vient. Beaucoup de managers pensent qu'ils n'ont pas besoin de formation management, tout simplement parce qu'ils sont managers depuis longtemps. D'accord ? Et moi, j'ai pas besoin d'apprendre le management, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que j'ai le titre de manager. Je suis désolé, tu peux être un très mauvais manager, avec 5 ans, 10 ans, 15 ans. La problématique, c'est que très souvent, quand un manager, alors, quand une entreprise se rend compte qu'elle a un problème avec les managers, elle va payer une formation management. Mais si ça fait 10 ans que tu es manager, je vais te payer une demi-journée. Si tu as fait 2 ans, je vais te payer une journée. Si tu as fait 3 mois, je vais te payer 3 jours. Et si tu n'es pas encore manager, je vais t'en payer 5. Ben, quelque part, ça devrait peut-être pas être autant. Peut-être que 5 jours, c'est trop pour quelqu'un qui n'a pas encore eu d'équipe. Mais peut-être que 2 jours ou 3 jours, ce serait bien pour quelqu'un qui fait de son mieux depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. La limite, la vraie limite de mon travail, c'est que je ne peux aider que quelqu'un qui demande à être aidé. Si la personne ne fait pas la démarche, je ne peux rien faire. Mais je ne peux aider que quelqu'un qui demande à être aidé. Donc aller voir un manager pour dire t'es mauvais, je vais t'aider, si lui n'est pas conscient de sa difficulté et n'est pas prêt à faire le changement, tu peux rien faire. Et malheureusement, souvent, je vois les équipes qui dépérissent en dessous de ce manager, et avant qu'on en vienne à dire en fait le manager est mauvais, c'est très long. Pourquoi? Parce que le manager il pilote des résultats, comme il n'est pas bon, les résultats ne sont pas bons, mais il explique très facilement que c'est parce que l'équipe n'est pas bonne. Très facilement. Regarde, elle s'est mise en arrêt, lui il bosse à mi-temps, lui c'est un âne batté qui est à 3 ans de la retraite, il veut rien bosser. J'ai plein d'excuses. Et il n'y a pas un seul moment qu'on dit mais c'est ton équipe, tu es responsable de ces résultats. Donc soit il monte, soit tu dégages. Et c'est très facile. Et donc, d'autant plus quand dans cette équipe de 5, 6, 8 personnes, j'en ai 3 qui se défoncent pour masquer les erreurs. Et au final, on a un résultat moyen qui fait qu'on dit que ce manager, il n'est pas si mal, parce qu'il a une équipe quand même qui est pas top, et il arrive à faire des résultats corrects avec cette équipe pas top. Il est bon. Et on le laisse en place. Alors que c'est lui qui devrait avoir besoin. Encore une fois, on ne se rend pas compte et on n'aide pas les gens à se rendre compte de leurs compétences en management. Pourquoi? Parce que les managers qui sont le plus en haut ne sont pas en train... Si aujourd'hui je prends des managers qui ont 15 ans, 20 ans d'expérience, qui sont en place depuis 15 ans ou 20 ans, je pense que j'adorerais que vous soyez spectateur du bras de fer qu'il y aurait entre eux et moi. Parce qu'ils défendraient des points de vue qui ne sont pas ceux que je défends. Mais ils ne défendraient pas un point de vue, ils défendraient des habitudes. De toute façon, aujourd'hui, si le monde va mal, c'est que les jeunes ne veulent pas travailler. C'est complètement faux. Les jeunes veulent travailler, les jeunes veulent grandir, les jeunes veulent apprendre. Les jeunes veulent faire partie d'un groupe, d'une équipe, veulent s'épanouir. Si par contre, tu n'es pas un manager qui a compris ça et qui ne leur donne pas envie, ben oui, ils ne bosseront pas pour toi. Ah, c'était plus facile avant. Bah ouais. J'aime beaucoup l'exemple dans les entretiens d'embauche, quand tu viens d'entretien d'embauche et qu'on te dit « Vous parlez anglais ?» Oui, vous voulez qu'on continue l'entretien d'anglais? Non, non, pas du tout, je vous crois, moi je parle pas anglais. Ok, super. Donc tu n'as rien vérifié. C'est la même chose en management. On cherche un manager. Vous avez été manager? Oui, regardez, j'ai été 5 ans manager. Ah oui, vous avez une équipe de combien? 8. Bah écoutez, super, nous on est une équipe de 6 pour vous, ça ne devrait pas poser de problème. Je le note. Ah, il y a eu 2 tentatives de suicide, 4 turnovers, mais ça, on ne le sait pas. Tu allais vérifier comment qu'il était manager? Si, regardez, il a été manager 5 ans. N'importe quoi. Et ça, je le vois encore aujourd'hui partout. Comment tu vérifies, tu valides la qualité d'un manager? Et un bon moyen de vérifier la qualité d'un manager, c'est que l'équipe de 6,
tu leur dis, vous avez chacun 20 minutes avec lui. Tu as 20 minutes d'entretien avec le manager et c'est l'équipe qui décide si elle le prend ou si elle ne le prend pas. Parce que si l'équipe décide de le prendre, elle assume. Et 6 personnes, 20 minutes et ensuite une délibération, je t'assure que ça règle pas mal de problèmes en amont du problème. Il y a une très très forte croyance qu'en enlevant certains managers, tout va s'effondrer. Le problème, c'est que moi, j'ai la certitude, preuve à l'appui, qu'en enlevant certains managers, tu libères l'énergie. Sur l'entretien annuel, il y a un truc de base, vraiment basique. J'aime quand des managers, je leur dis, un entretien annuel, ça te prend combien de temps? Ils disent, ouais, s'il est bien préparé, en 20-25 minutes, c'est fait, on peut faire plus court. Je dis, ok, toi, t'es pas manager. Et j'en ai, hein. Si c'est bien préparé, en 20-25 minutes, c'est fait. Je dis, ok, c'est mort. T'as rien compris au truc. Un entretien annuel, c'est 2 heures. Et en plus, la plupart du temps, dans ces entretiens-là, on ne fait que vous annoncer vos objectifs de l'année. Vos objectifs de l'année. On annonce les objectifs de l'année. Pour la plupart des managers, l'entretien annuel est le moment où tu annonces les objectifs de l'année. Eh ben non. Pour ceux qui font en 10 minutes, tu n'as pas le temps. Et s'il vous plaît, vous allez continuer à subir des mauvais entretiens. Faites de bons entretiens. Ne répétez pas. Mais un entretien, ouais, c'est au moins 1h30. C'est au moins 1h30. Sinon, on ne construit rien d'intéressant. Une des premières formations aux entretiens annuels que j'ai fait, je fais un tour de table et je dis, OK, comment se passent les entretiens chez vous? C'était une papeterie, j'avais une douzaine de personnes autour de la table. Et les gens, spontanément, me disent, ah bah chez nous, l'entretien annuel, c'est le jour du jugement dernier, une fois par an. Ah, je dis, sympa votre truc. Il dit, bah on vient découvrir ce qu'on pense de nous et à quelle sauce on va être mangé. Et donc, c'est une fois par an, et généralement, c'était que du négatif. Pour beaucoup de managers, l'entretien, c'est du temps perdu. L'entretien annuel, c'est du temps perdu. Et c'est juste une occasion, en effet, de mettre à plat tout ce qui ne va pas. Donc, c'est un truc à charge, en fait. C'est pas réciproque, c'est pas constructif. Et souvent, ça se finit par, voilà, je te dis tout ce qui n'allait pas, maintenant, fais un effort. Tu sais, c'est comme dans le couple, faut qu'on parle, et je te balance tout ce qui va pas, et maintenant, démerde-toi. Et l'autre, il dit, je sais pas, je fais ma valise, je fais quoi là? Comment on construit quelque chose? On reviendra dessus sur l'entretien annuel. Ça, je vous raconte un truc, je crois que je l'ai pas raconté à beaucoup de groupes. J'ai une amie qui m'a appelé un jour. Elle a un de ses bons amis qui est propriétaire d'un camping. Et dans ce camping, il a 5 employés, dont le fils de son meilleur ami, qu'il connaît depuis qu'il est tout petit. Le problème, c'est que ce gamin, il a grandi et il est alcoolique. Il a un vrai problème avec l'alcool, ce qui fait qu'il a des comportements qui ne sont pas adaptés, etc. Et il dit, il est embêté parce que d'un côté, il l'aime beaucoup, il ne veut pas le virer, il voudrait l'aider à grandir. Et elle me dit, voilà, j'ai parlé de toi, je te parle de la situation, qu'est-ce qu'il peut faire, comment il peut faire? Et j'ai cogité pendant 2 jours sur le sujet, qu'est-ce qui peut être fait dans ces cas-là? Et en fait, je me suis rendu compte qu'on ne peut rien faire. En fait, pour changer quelqu'un profondément, il faut adopter la technique, ce que j'ai appelé du push-pull. Un qui tire, un qui pousse. Un qui tire, un qui pousse. Pousser, quelque part, j'ai envie de dire, c'est le côté inconfortable. Je te pousse, d'accord? Et tirer, c'est le côté plutôt positif. Je t'encourage. Mais il faut qu'on soit 2 personnes. Si les 2 poussent, je vais résister d'autant plus fort. Si les 2 tirent, je vais résister d'autant plus fort. C'est parce qu'il y en a un qui pousse et un qui tire dans la même direction que je vais y aller. Par contre, quelque part, il y en a un qui doit se mettre sur un cadre pro, un qui doit se mettre d'un point de vue pro et un qui doit se mettre d'un point de vue perso. Dans l'exemple du camping, j'ai dit, il faut que ce gars choisisse, soit il se met dans le pro et il va pousser le gars en disant, maintenant t'arrêtes de venir en état d'ébriété, tu respectes tes horaires, tu respectes tes... Je monte mon exigence sur le cadre pro. Mais il faut que la famille l'encourage dans tous ses progrès, le pousse, l'accompagne. Ou l'inverse, que la famille lui mette la pression et que lui soit le mec sympa. Mais il y a un choix à faire, On ne peut pas être les 2 à pousser ou les 2 à tirer. Encore une fois, good cop, bad cop. Donc tu peux avoir cet alignement. Si mon manager, c'est quelqu'un qui a une tendance à être très pro, très exigeant, et que moi je suis un peu plus cool, tu prends la position. Mais par contre, vous êtes aligné sur les objectifs. On parle bien de la même chose. Le seul intérêt, quand je vous disais l'exemple hier de ce gars qui vient et qui me dit j'ai perdu ma femme, c'est une catastrophe, ma vie s'effondre, ma question déjà c'est comment tu fais ton job? Comment tu vas atteindre tes résultats? Ça, c'est une question de valeur. Il y a des gens qui sont des commerciaux qui vendent du vin
à des personnes âgées. Leur cible, c'est les personnes âgées à qui tu vas vendre du vin de qualité discutable. D'accord? Ça s'appelle un escroc. Tu discutes avec eux, ils vont te dire pas du tout. Ils vont juste te dire qu'ils ont trouvé un filon, etc., etc. Ils vont se créer une réalité. Toi, tu peux pas. Moi, je peux pas travailler avec eux. Même s'ils me disent, mais tu vois, on va gagner beaucoup d'argent, je ne peux pas. Donc, je ne pourrai pas. Je ne trouverai pas. Je ne suis pas pour les compromis. Que ce soit dans la relation pro-perso ou dans la relation perso, je ne suis pas pour les compromis. Les compromis, on fait tous des compromis. Un compromis doit être temporaire. Je suis célibataire, elle est célibataire, on se met ensemble. Évidemment qu'on va faire des compromis. Parce qu'on ne peut pas vivre comme on vivait avant, chacun chez soi. Donc, je vais faire un effort. Je vais fermer la porte de la salle de bain quand j'ai fini pour laisser la chaleur intérieure. Ou le contraire. Je vais rabattre la cuvette des toilettes pour lui faire plaisir. Je vais faire des compromis. Mais normalement, ces compromis, très vite, ce ne sont plus des efforts. Parce que si j'ai le retour que j'attends de ce compromis, je me dis que ça vaut la peine. Je lui fais plaisir, elle me le rend bien, ben, c'est plus un effort. Ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Et ça devient une habitude. Donc les compromis sont temporaires. Si par contre je garde le compromis trop longtemps, non mais je supporte pas quand elle fait de la guitare et qu'elle chante, mais bon, elle le fait pour me faire plaisir, alors je prends sur moi. Tôt ou tard, tu brûles la guitare et tu l'engueules là-dessus. Et c'est le début de la fin. Les compromis doivent être temporaires. C'est la même chose avec mon manager, avec mon équipe. Je peux faire un effort. J'ai demandé à quelqu'un de faire un effort dans son attitude pendant les prochaines réunions. J'aimerais bien qu'on arrive à quelque chose de constructif, de souriant, etc. Ça va prendre du temps. Je vais faire un effort le temps que je vois des progrès. Et au moment où il y a des progrès, je suis content. Il n'y a pas de progrès, je ne vais pas faire l'effort très très longtemps. Donc les compromis, c'est que provisoire. Si on n'est pas aligné, ça ne marchera pas. Dans l'idée de compromis, pour moi, un compromis, c'est un truc où les deux sont perdants. Je ne fais pas ce que je voulais et j'accepte que tu ne fasses pas ce que moi j'attendais. Au final, il n'y a que de la déception. J'ai pas vraiment ce que j'attendais, tu n'as pas vraiment ce que tu attendais. Ça ne sert à rien. Compromis, c'est que je vais faire un effort pendant un temps, tu vas faire pendant un temps pendant un effort et ça donne une nouvelle solution qui nous convient. Donc en fait, il n'y a plus de compromis. Mais si je dois faire un compromis, je dois prendre sur moi trop longtemps, ça ne marchera pas. Et si c'est avec mon manager, je ne serai pas aligné. Donc, il y a, pour certains, le charisme. Le charisme, c'est quand vous êtes aligné entre ce que vous ressentez, ce que vous aimez et ce que vous pensez. Si vous êtes aligné dans vos valeurs, dans ce que vous aimez et dans votre raison, il y a de grandes chances que tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, soit criant de vérité. Quand quelqu'un vous dit quelque chose et que vous sentez qu'entre ce qu'il dit et ses valeurs, c'est pas ça, tu ne le crois pas. Donc si Théo, tu n'es pas aligné avec ce qu'on demande ton manager, il y a un moment ou un autre, ça va se sentir auprès de ton équipe, ça va se sentir auprès de lui, et toi, tu vas pas être bien. Une des phrases, et vous allez voir qu'elle résonne différemment, je vous l'ai dit hier, manager, c'est 360 degrés. On manage aussi son manager. J'ai un collaborateur, je reprends mon schéma, j'ai un collaborateur qui me pose souci. Il paraît assez évident que je vais travailler ce collaborateur et je vais aller au bout du bout. De toute façon, j'ai pas 36 solutions. Soit il fait le boulot comme les autres, soit j'ai un problème. Et on a bien expliqué que par respect pour les autres, je dois aller au bout. Soit il rentre dans le rang, soit il s'écarte. Et je vais faire tout ce qu'il faut. Autant de réunions que nécessaire, autant de points, autant de contrôles, autant d'efforts, jusqu'à ce qu'il rentre dans le système. Normal. Tout le monde dit c'est normal. Quand lui, il fait pas son boulot, et le problème c'est que lui, comme il fait pas son boulot, son équipe fait pas son boulot, et que ça vient perturber mon équipe. Il va falloir que j'aille voir ce mec-là pour dire, hey, bouge tes fesses, fais ton job. Ah, je peux pas, on n'a pas de lien hiérarchique. C'est pas la question. Il ne sait pas comment faire, va l'aider. Il ne sait pas comment faire, va l'aider. Il ne sait pas comment faire, va l'aider. Parce que si ça marche, ça ira mieux pour toi. Ah, le problème, il vient ici. Ben, même chose. Va le voir, soit en exigence, mets des deadlines, fais des points, demande-lui comment il va s'y prendre, comment il va faire. C'est exactement la même mécanique. C'est exactement la même mécanique. C'est comme je disais ce matin, le contrôle, le mot nous pose problème. Mais si je vais voir mon manager et je dis, voilà, j'ai telle problématique, voilà ce que je voudrais mettre en place, voilà ce dont j'ai besoin, d'une relation avec quelqu'un, d'un message qui vient du siège, c'est lui qui est en rapport avec le siège, c'est lui qui doit traiter. Ce que je te propose, est-ce que tu veux bien, laisse-moi 3-4 jours, et on refait un point dans 5 jours, je regarde de mon côté qu'est-ce qu'en pense l'équipe, et toi d'ici là, tu auras peut-être avancé sur le sujet. 5 jours, ça te va? Oui. Je viens de mettre un contrôle en place. On a rendez-vous dans 5 jours, on va faire le point. Même chose. Je garde le contrôle, si tu préfères. Encore une fois, ce mec-là, il peut te pourrir ton quotidien.
Ce mec-là, il peut pourrir ton quotidien et le quotidien de toute ton équipe. Et au final, quand tout le monde est cramé ici et que toi, tu t'en sors plus, en plus, tu vas te faire engueuler. Et au bout du bout, on dit, écoute, en fait, je pense que tu n'es pas à la bonne place. On va te mettre dans un autre service, puis on va mettre quelqu'un d'autre à la place. Ça vous parle ou pas? Oui. Voilà. Vous connaissez la valeur du mais? Alors, ce qui est intéressant, c'est que si tu mets du positif, mais ce que tu veux vraiment dire, ça annule tout ce qu'il y a avant. Par contre, si tu mets du négatif, mais et du positif, tu survalorises ce qu'il y a après. Donc dire oui mais, ça annule tout. Arrête de me dire oui mais, dis-moi non. Oui mais je peux pas le faire pour demain. Non, mais je peux le faire pour demain. Apprenez à dire non mais. Arrêtez de dire oui mais, apprenez à dire non mais. Quand vous dites oui mais, pour beaucoup de gens, ils entendent le oui, ils s'arrêtent là. Le mais, je m'en fous. Tu m'as dit oui. Non mais je t'ai dit oui mais pas avant 2 jours. Oui mais tu m'as dit oui. Commencez par dire non. On sera d'autant plus attentif à ce que vous mettez après le mais. Alors, pas vraiment. Dire oui si on n'a pas de bonne raison de dire non. Si vous avez, vous, le ressenti de dire non, c'est probablement juste que vous n'avez pas assez creusé le pourquoi vous voulez dire non. Elle est très juste la phrase. Dites oui si vous n'avez pas de bonne raison de dire non. Si votre ressenti, c'est qu'il faut dire non, ben creusez le ressenti. Creusez le ressenti. C'est tout. Dites oui si vous n'avez pas de bonne raison de dire non. Et toi, tu as envie de dire non. Ben, creuse pourquoi tu as envie de dire non. Et quand tu as des bons arguments, ben va pas dire oui. Donne tes bons arguments. Mais se contenter de dire non, je le sens pas, ça me va pas, ça me convient pas. J'ai un problème avec votre référentiel managérial, c'est que ce qui est écrit est juste. Il y a plein de choses très bien. Le même texte, lu après 5 jours d'échange, et lu par un manager qui a 40 ans d'ancienneté et qui est dépassé depuis 25 ans, c'est le même texte, mais il va vous faire une autre analyse. Ça va résonner différemment. Quand on dit oui, le client avant tout, oui, j'ai bien entendu qu'il faut prendre l'appel du client, etc., même si je fais autre chose. Mais on vous a déjà dit. Et on vous dit, non, on vous a dit, il faut décrocher et prendre en compte la demande du client. Prendre en compte la demande du client et dire, je reviens vers vous dans 1 semaine, pour moi, c'est une réponse qu'on peut entendre. Et je veux cette réponse vite. Par contre, de dire, j'arrête tout parce qu'il y a mon client qui m'a appelé et je dois lui faire dans la minute ce qu'il a demandé, non. Ah oui, mais le client, on m'a dit, il fallait le client d'abord. Oui, prendre en compte le besoin du client immédiatement. Oui. Répondre tout de suite au client, non. Et bien ça, entre ce que je raconte et vos managers, je pense que c'est pas encore super clair. Mais qu'est-ce qu'on cherche derrière? Et de fait, on retombe sur ce côté, tu veux comprendre le sens, la mécanique, ou tu veux comprendre le truc et astuce? Parce que si je veux comprendre le truc et astuce, j'ai dit, je dois répondre dans les 48 heures. Non, mais pourquoi on t'a demandé ça? Comment tu dois répondre? Et c'est là où, encore une fois, malheureusement, aujourd'hui, et c'est en train de changer, les managers sont pas tous à la hauteur du management qu'on attend d'eux. Et c'est ce que j'attends de vous. Vous allez, vous, devoir grandir. Et je le disais à table, je le maintiens, je pense qu'on a une espèce de tsunami qui est en train d'arriver, qui va se faire entre maintenant et dans 3 ans, parce que toutes les méthodes de management de ces, j'ai envie de dire dinosaures, elles vont pas tenir face à tous ceux qui rentrent. Qu'on le veuille ou non, le nombre de nouveaux collaborateurs et de nouvelles générations augmente tous les jours dans toutes les entreprises. Donc la proportion d'anciens, elle devient de plus en plus petite. C'est normal. Il y a des gens qui partent, il y a des nouveaux qui rentrent. Les nouveaux qui rentrent, c'est une nouvelle génération. Et nouvelles générations, elles sont en train de vous imposer leur système. Donc si ces mecs-là disent, tous là, vous êtes 5, vous êtes 10, vous allez bosser comme moi je veux, tu perds toujours face au nombre. À 1 contre 10, tu as perdu. Donc soit il va falloir qu'ils fassent évoluer leur système, soit ils vont s'effondrer. Certains sont proches de la sortie, c'est pas grave. Vous êtes au front. Donc c'est pas en appliquant ce qu'ils vous demandent d'appliquer que vous allez vous en sortir. C'est en composant entre ce qu'ils vous demandent d'appliquer, ce qu'on travaille ici et ce que attendent les gens qui sont en train d'arriver, que vous y arriverez. Le résultat, il sera là, mais pas comme il était fait avant. Et le changement, c'est pas ça, ça va passer par vous. Avec toutes les difficultés qu'on a racontées. Mais n'oubliez pas une chose, les gens que vous allez avoir en face de vous sont des gens qui ont besoin de vous autant que vous avez besoin d'eux, qui ont besoin de grandir, qui ont besoin d'apprendre, qui ont envie de ça, et qui veulent juste chercher quelqu'un auprès de qui se raccrocher pour avoir justement ce capitaine, ce mentor, ce cap, ce leader. Aujourd'hui, on est en train d'évoluer, vous le voyez, on parle de moins en moins de manager, on parle de leader. Parce que je ne suis pas là pour manager des résultats, je suis là pour emmener des gens. Je donne une direction à des gens qui ont envie de suivre. Comment on reconnaît un bon leader? Il y a un seul moyen de savoir qui est un bon leader. C'est de compter le nombre de gens qui sont derrière lui. C'est tout.
C'est pas son discours, quand il dit « je vais traverser le désert », tu regardes qui le suit, point. Et on vous dit « soyez des leaders ». Mais vos managers n'en sont pas, c'est pas eux qui vont vous l'apprendre. Et aujourd'hui, les gens vont suivre des leaders, pas des managers. Ils ne s'engagent pas auprès de vous pour faire des résultats pour l'entreprise, ils vont s'engager auprès de vous pour grandir eux-mêmes. C'est la seule chose qui intéresse les nouvelles générations. Grandir et assurer un ratio vie privée, vie pro confortable. Accessoirement, toutes les générations ont voulu la même chose avec un curseur différent. C'est tout. Il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de neuf. C'est juste que voilà, le ratio est un petit peu différent et qu'on n'accepte plus les 40 heures parce qu'on ne travaille plus 40 heures. On en parlait à table tout à l'heure, la bascule des 35 heures a joué beaucoup. On le sous-estime, on l'oublie, ça fait quelques années maintenant. Mais pour moi, ça joue beaucoup. C'est un moment où il y a quand même une grosse bascule, où on a fait passer un message qui est « travailler, c'est mal ». Plus vous passez de temps au travail, moins vous passez de temps avec vos enfants, dans vos loisirs et votre famille. Et on a vendu, et on retrouve ça, on le voit sur les affiches, on retrouve ça, les 35 heures, c'était pour vous libérer du travail. Je pense que ça a cassé quelque chose dans l'image. Et je m'arrête là-dessus. Quand dans les évolutions, il y a, j'ai plus le nombre d'années, je me suis retrouvé à un moment dans une mauvaise position. Je me suis retrouvé au chômage au moment de mon divorce. De fait, j'avais acheté une maison qu'on ne pouvait plus prendre au final. Donc, retour chez papa-maman. Avec le divorce et les 2 chiens. Compliqué. Et un jour, il faisait un temps bien meilleur qu'aujourd'hui. Et je dis, tiens, je vais aller courir. Il est 15h, 15h30, et je me prépare à aller courir. Et je descends, et je croise ma mère qui me dit, tu vas où? Je dis, bah, je vais courir. Ah bah non, tu vas pas courir maintenant. Pourquoi je courrais pas maintenant? Si les voisins te voient, ils vont savoir que tu n'as pas de travail. Ça, c'était il y a 25 ans. Il y a 25 ans, au chômage, c'est une honte. Aujourd'hui, quand tu arrêtes un job, que tu sois viré ou que toi t'arrêtes, tu vas faire quoi? Ouais, déjà, je vais prendre un mois pour me remettre. Et tout le monde te dit, ah ouais, t'as raison. Le rapport au travail, il a complètement changé. Encore une fois, c'est juste un constat, il n'y a rien de grave. Mais on ne peut pas attendre la même chose des gens. Je pense que les gens, ils veulent travailler, ils ont des bonnes raisons de travailler. Et les gens veulent un travail où ils ne se sacrifient pas, où ils ne viennent pas avec une boule au ventre, ils veulent un travail où ils se font plaisir. C'est vachement bien, c'est con de penser autrement. Et une partie de notre job, c'est de créer un environnement, créer une situation, créer un cadre où les gens, ils viennent avec plaisir travailler et s'éclater et rentrer le soir contents de la journée qu'ils ont passée. C'est vachement bien. C'est un bon défi, c'est pas évident. Avant, tu venais travailler pour gagner de l'argent, point. Et si c'est dur et si tu souffres, eh ben, c'est que tu mérites encore plus ton argent. On est quand même dans une éducation judéo-chrétienne qui reste encore très présente. Quand mes parents, quand je leur dis je vais partir en vacances, la réflexion quasiment une fois sur deux, est-ce que tu l'as mérité? S'ils m'ont vu beaucoup fatigué le dernier mois, ils me disent ah oui, non, tu mérites tes vacances. Et mes vacances, je les paye, je les mérite pas. Je voudrais bien prendre des vacances sans être épuisé et passer les 2 premiers jours à dormir. Non, je vais faire des trucs. Mais on est dans une éducation où, pour mériter quelque chose, il faut souffrir. Ben ça, la nouvelle génération te dit non. Moi, je veux quelque chose, je le commande sur Internet, je l'ai ce soir. Pourquoi je souffrirais? Avant, rencontrer quelqu'un, c'était prendre le risque de se prendre un râteau. C'était prendre le risque de souffrir, d'être avec quelqu'un, et puis pendant 2-3 semaines, vivre quelque chose de bien, et ensuite de souffrir avec quelqu'un qui te dit droit dans les yeux, écoute, on va s'arrêter là. Ou moi de lui dire qu'on va s'arrêter là et de voir la souffrance que je génère. C'est quelque chose de particulier. Aujourd'hui, draguer, c'est draguer 5 nanas en même temps depuis mon canapé, échanger avec elles des photos de vacances, des photos de voyage, des photos de choses qui nous plaisent à tous les deux, de commencer à vérifier qu'on se plaît bien. Je ne rencontre que celles où j'ai assuré que ça va bien se passer, en fait, sinon j'y vais pas. Donc j'ai 0 risque, ça se passe plutôt bien. Et quand au bout de 3-4 semaines, je me rends compte que c'est pas aussi bien que ce que je voudrais, alors avant, je disais, je lui envoie un texto pour dire ça s'arrête là, et je ne vois pas sa réaction. Et on m'a expliqué que j'étais has-been. On m'a dit non, on ghost. Je donne plus de nouvelles. Et comme je donne plus de nouvelles, l'autre sait que c'est fini. Voilà une évolution des choses. Et j'aime bien raconter ça parce qu'il faut comprendre ça. Quand vous avez un collaborateur qui à 11h30 du soir vous envoie un SMS pour vous dire je viendrai plus demain, c'est parce que pour lui, c'est même pas de la lâcheté, c'est un système normal. Pourquoi je prendrais le risque de me retrouver face à vous, de vous dire pourquoi je veux arrêter, et de devoir me justifier, et de rentrer dans une discussion compliqué, compliqué. Tu as envie de dire, attends, mais c'est un minimum, c'est la politesse, assume. Non, bah pourquoi? Et donc ça, il faut le comprendre.
Et ça veut dire que lors du premier entretien, quand la personne arrive le premier jour, il y a même des choses, je vais lui dire, écoute, s'il y a un truc qui va pas, tu viens m'en parler. Parce que ce que je n'apprécierais pas, c'est qu'un jour, j'ai plus de nouvelles, ou que tu m'envoies un SMS pour dire que tu viens pas, sans savoir pourquoi. Rien que le fait de le dire, ça l'aide à grandir. Parce que personne lui a dit ça. Dernière phrase, tout ce qui est évident pour moi ne l'est jamais pour l'autre. Tout ce qui est évident pour moi ne l'est jamais pour l'autre. Plus c'est évident pour vous, plus vous devez vous méfier. Ça fait 10 ans que je suis dans le métier. Ben, c'est évident ça. Ben ouais, pour toi qui es depuis 10 ans dans le métier. Et c'est pour ça que dans mon schéma, j'aime bien que ça soit le dernier arrivé qui forme le dernier qui arrivera. Parce que quand il y a un nouveau qui arrive, celui qui est le plus au courant de savoir qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui lui pose problème, qu'est-ce qui va l'inquiéter éventuellement, c'est le dernier qui est arrivé. Pas moi qui suis là depuis 10 ans et qui pense que tout est facile. D'où l'intérêt de déléguer un maximum, y compris la formation des nouveaux. Attends, il y a un nouveau, c'est à moi de le former. Je coûte bien trop cher pour former un nouveau que tu n'es même pas sûr de garder. Investissement. Je ne vais pas investir du temps sur un gars que je ne suis pas sûr de garder. Je le fais passer par toute mon équipe le rencontre, le fait grandir, le fait travailler, et quand on arrive à un certain stade, ok, maintenant je viens. Et maintenant je vais apporter ma valeur ajoutée. Avant, c'est pas la peine. Ben, toutes les tâches classiques, la structuration, quand il est arrivé à je ne vais pas dire à un plateau, mais que ma valeur commence à avoir de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que ce que je peux lui apporter, c'est que les autres ne peuvent pas. Ben, si il est temps que je le rencontre pour lui apporter quelque chose que les autres ne peuvent pas lui apporter, le technique, ils lui ont apporté. Le fonctionnement de l'agence, les autres lui ont apporté. Où se trouve la machine à café, à quelle heure tu prends ta pause, où est-ce que tu trouves le jeton pour le parking. Les autres, ils savent. J'ai pas besoin de prendre du temps pour ça. Je suis payé trop cher pour expliquer à un mec comment marche la machine à café. Oh. Je fais le tout premier entretien, c'est moi qui l'accueille, pour lui demander comment il va, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il attend de la journée, etc., pour le faire parler, pour lui rappeler les règles de bien-être et de savoir-vivre. Ça, je me le garde. Comment tu dois t'habiller, la ponctualité, comment tu parles aux autres, pourquoi on dit bonjour, pourquoi on dit merci, des trucs basiques. Je passe pour le vieux, ronchon, mais au moins ça me légitime pour quand ensuite je vais le voir arriver mal habillé ou en retard. Parce que là, je lui dis, viens dans mon bureau et je suis légitime pour parler de ça. Et comme ça, je laisse la partie métier aux autres. Et tu as raison, généralement le mercredi soir, je vais faire un point avec lui pour dire comment sont passés les 3 premiers jours. Je vais refaire un point le vendredi, après avoir fait le point avec les autres qui m'ont dit comment sont passées la semaine. Et je vais faire ça sur 2-3 semaines généralement. Et déjà, je vois très très vite comment ça va se passer derrière. Si les autres me disent il est super, il est top et que moi j'ai des bons entretiens, allez, au bout de la 2e semaine, j'arrête de voir 2 fois par semaine, je le vois plus qu'une fois par semaine. Puis on commence à avancer, puis on a tout un protocole, c'est pas un problème. À l'inverse, il m'arrive le mercredi soir de dire on va arrêter là. Hein. Et c'est l'équipe qui me dit on arrête, hein. Ça sert à rien. C'est eux qui choisissent. C'est eux qui bossent avec lui. Et c'est eux qui ont la responsabilité de former le nouveau qui arrivera dans 2 semaines. C'est pas moi. Donc c'est à eux de me dire qu'est-ce que vous préférez. Vous lui donnez sa chance et on continue. Attention, vous lui donnez sa chance. Ça veut dire que derrière, je vais entendre personne se plaindre qu'il n'est pas à la hauteur. À chaque fois que j'ai eu ça, la première fois, je suis allé voir mon équipe et je dis voilà, moi je pense que ça ne le fait pas. Je pense que c'est dangereux. Je pense qu'il y a tout ça qui ne va pas. Vous en pensez quoi et vous décidez quoi. Et les premières fois, souvent, mon équipe me dit non, on le garde parce que on va se retrouver en manque, ça va être trop loin, etc. Généralement, 1, 2, 3 mois plus tard, ils me disent on n'aurait pas dû. Je dis, vous assumez. Vous assumez. L'embauche d'un nouveau collaborateur, c'est vraiment pour moi une très 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 bonne occasion de faire grandir mes collaborateurs directs. Et j'insiste bien, je ne vais pas prendre de temps avec le nouveau. Le nouveau, je ne sais pas si je vais le garder. Peut-être qu'il va être là 2 mois, 3 mois, 1 an, je ne sais pas. Par contre, mon équipe, plus je vais passer de temps avec eux sur cette nouvelle situation, donc je suis directif, donc j'accompagne, je suis exemplaire, etc., plus ils vont grandir. Et quand ensuite, je vais pouvoir leur déléguer carrément les entretiens. Si j'ai pris assez de temps, j'ai dit, écoutez, voilà, vous allez faire les premiers entretiens. Ce que vous faites, j'ai reçu 6 CV, faites les entretiens, vous me dites les 2 que vous gardez, et moi, je me donne un droit de veto. De toute façon, c'est vous qui allez bosser avec, c'est vous qui allez le former. Et on leur apprend. Et après, quand ils disent, ah, on a fait une connerie, ok, super, vous avez appris. J'aurais peut-être fait la connerie, moi, donc je suis pas meilleur. Par contre, j'ai mis un veto parce que peut-être que j'ai senti un truc, que lors de l'entretien, je fais, non, ça va pas le faire. Je leur en ai parlé. Mais j'ai un droit de veto, parce que je veux garder la possibilité de dire non, je ne le veux pas, pour X raisons. Mais faites participer les gens. Arrêtez de vouloir leur mâcher le travail, mâcher le boulot, et quelque part, plus on leur mâche le travail, responsabiliser, je trouve que la version en anglais est plus facile, est plus intéressante. C'est celui qui est capable de répondre, responsible.
C'est celui qui est capable de répondre. Quand vous dites, tu as un problème avec ton client, attends, je vais l'appeler. Je t'enlève ta responsabilité. Tu peux plus répondre à ce client, je le fais. Je t'enlève ta responsabilité. Donc je fais l'inverse, je te laisse la responsabilité, tu gères ce client. Ah mais il est furieux, il veut plus me parler. Tu te débrouilles, c'est ton client. À partir du moment où je prends ton problème, je t'enlève ta responsabilité. Si je te déresponsabilise, c'est tout l'inverse de tout ce que je vous raconte. Donc comment je mets les gens en responsabilité? Quand je suis au début, si mon équipe elle est pas super formée, je vais pas leur faire les entretiens, je fais les entretiens. Ils sont pas prêts, ils n'ont pas le temps, on est débordés. Ils sont que 2 et je peux pas avoir le temps. Je fais tous les entretiens, je fais les 6 entretiens. J'en garde 2 et je leur dis, vous allez faire les 2 entretiens et vous allez me dire lequel vous choisissez. Petit pas, je leur donne pas toute la responsabilité. J'ai vérifié quand même que, a priori, ça doit bien se passer. J'ai enlevé le plus risqué. Je leur laisse le choix final. C'est eux qui choisissent. Parce que si derrière ça marche pas, c'est vous qui avez choisi. C'est vous qui avez choisi parce que c'est vous qui allez le former. Je mets la responsabilité sur les autres. J'arrête de prendre toute la responsabilité sur mes épaules. Vous allez dans un magasin de meubles et vous allez acheter un nouveau canapé. Le vendeur est super sympa. Ça se passe bien avec lui, il est vraiment attentionné, il fait bien le boulot, il vous a bien conseillé, vous avez jeté votre dévolu sur un canapé, tout se passe bien, vous dites, bon allez, est-ce que vous pourriez faire encore un effort sur la livraison, n'importe, et là il vous dit, écoutez, je suis désolé, moi je ne peux pas aller plus loin, vous avez de la chance, le directeur est là, je vais voir ce qui est possible de faire. Il va chercher le directeur revient, adorable. Et à partir du moment où le directeur est là, vous ne parlez plus au vendeur. Si en plus le directeur est pas malin, alors il vous arrange le truc, il vous trouve une petite option, vous êtes content, il vous laisse la carte en disant voilà, je suis ravi, etc. Quand vous allez partir et que vous allez discuter avec d'autres personnes en disant ah, le canapé il est top, va dans ce magasin, ils sont vachement bien, appelle le directeur de ma part. Et c'est le même directeur qui ensuite m'a appelé en disant putain, moi j'ai une équipe, elle sert à rien, je suis débordé, j'ai le temps de rien, tout le monde m'appelle moi. Mais c'est à cause de toi, pourquoi t'es sorti de ton bureau? C'est pour ça que je suis pas d'accord sur l'idée. Mettre le DA en avant, c'est un bon moyen de calmer le jeu parce que le client est flatté, mais j'ai déresponsabilisé mon vendeur. La relation, c'est avec ton vendeur, c'est avec ton banquier, ton commercial, c'est ta relation, garde-la. Tu la rattrapes, bravo, tu la rattrapes pas, c'est mort, de toute façon, tu auras un problème avec ce client. Et ce client, quand de toute façon, chiant, il a le directeur, il sera tout aussi chiant, mais avec le directeur. Ça change rien. Par contre, oui, je dois être capable, moi, d'aider mon collaborateur à se remettre en question, à préparer son appel, à faire l'appel, à être avec lui pendant qu'il fait l'appel pour vérifier qu'il a dit et fait ce qu'on avait dit. Parce que le client, toujours furieux, mais si lui, il a fait ce qu'on avait dit, il a fait d'ailleurs ce que j'aurais fait. Bon, bah, fin de l'histoire, enfin, c'est le client qui a un problème. Si je suis pas avec et que le client est toujours furieux, je suis pas sûr que mon collaborateur, il a fait ce qu'on avait dit. Il me dit, si, j'ai à peu près dit ce qu'on avait. À peu près ou t'as dit exactement? Quel est le meilleur moyen pour que quand vous préparez un appel comme ça, votre collaborateur fasse vraiment l'appel que vous avez prévu? Il y a un seul moyen de le faire correctement. Ouais, de faire un training 3 fois avant. Parce que s'il a répété 3 fois le message, vous avez de grandes chances qu'au moment de l'appel, il fasse le message. S'il l'a écrit, c'est pas ce qu'il va dire, parce que c'est ce qu'il a écrit, c'est pas ce qu'il va dire. Tu lui fais dire 3 fois, il y a des chances qu'il dise les choses. C'est à travers le training, la mise en situation. C'est ce qu'on fait qui compte. La meilleure idée du monde n'est rien sans une action. Vous avez une bonne idée, on la met en action. On la répète 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu te sens comment? C'est bon, je me sens prêt. Fais l'entretien. Ça se passe bien? Super. Ça se passe pas bien, tu sauras pourquoi et tu le vivras bien. Parce que c'est pas ce que tu avais prévu. C'est pas grave. J'ai été pris de court. C'est un jeu. Mais si par contre je me sens pas assez préparé, c'est une panique, je vais le repousser, je vais mal le faire. Le meilleur moyen, c'est de faire répéter 3 fois. Et on imagine, c'est moi le client, je décroche, voilà, je suis furieux, machin, etc. L'autre, il fait une première fois. Tu te sens comment? Ah ouais, c'est bien, c'est mieux, je le sens. Ok, on recommence. J'aime pas, c'est bon, laisse-moi tranquille. On refait. Deuxième fois. Tu te sens comment? Ouais, c'est bon, ça y est, j'ai maîtrisé. On refait une troisième. Non, mais c'est bon, ça va. Et là, je vais être super efficace. Je vais aller sur l'essentiel. Je vais souligner les mots qui sont importants. Je vais te montrer que j'ai bien compris. Tu vois, c'est bon, ça va, j'ai compris. Et moi, je suis content. Je le prends pas mal. Maintenant, je sais que tu es prêt. Vas-y. Il faut bousculer l'autre pour qu'il grandisse. Tu te sens comment? C'est bon, je maîtrise. Tu veux qu'on le répète 1 fois? Non, non, ça va aller. Je ne l'ai pas bousculé. Je ne suis pas sûr que ça va se passer aussi bien que ce que j'avais prévu. Montez votre niveau d'exigence.